Bienvenue dans La Voix rayée, épisode 26, suite et fin du témoignage de Florence, dont le fils HPI a été interné à tort. Dans l'épisode précédent, Florence nous racontait une histoire que peu de familles osent dire à voix haute, celle d'un adolescent, Cyril, intelligent, discret, apparemment bien intégré, mais qui, vers la fin de sa scolarité, commence à vaciller. Un mal-être surgit, comme souvent chez les profils à haut potentiel non reconnus. Il dit que les études ne l'intéressent plus, il ne se sent plus à sa place. Un enseignant s'inquiète, une consultation s'organise, et en l'espace de quelques jours, le verdict tombe, schizophrénie. Cyril est interné, isolé, médicamenté, tout va très vite, trop vite. Florence et son mari, pris dans l'engrenage, assistent impuissants à la mise à l'écart de leur fils et à leur propre mise à l'écart. La parole des parents n'est plus prise en compte, pire, Florence est désignée comme responsable du mal-être de son enfant. Et pourtant, Cyril reste lucide. À l'intérieur de cette mécanique psychiatrique, il comprend vite qu'il doit s'adapter pour s'en sortir. Il joue le jeu, il répond ce qu'on attend de lui. Mais au fond, il sait qu'on se trompe. Ce récit, Florence l'a transformé en livre, pour témoigner, pour alerter et pour éviter que d'autres adolescents HPI vivent la même violence. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite vraiment à le faire. Il éclaire, avec précision et pudeur, les dérives possibles d'un système qui confond atypie et pathologie. Et aujourd'hui, dans ce deuxième et dernier épisode, nous allons voir comment, après cette descente aux enfers, une autre lecture est devenue possible. Comment le haut potentiel enfin reconnu a permis à Cyril de se reconstruire et de reprendre le pouvoir sur sa vie. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Dans l'épisode précédent, vous nous avez raconté comment tout s'est enchaîné jusqu'à l'internement. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne comment Cyril a réussi à s'en sortir. Qu'est-ce qui a marqué le début de ce retournement de situation ? Quelqu'un dans mon travail, ma DRH en fait, dans mon entreprise, que je connaissais depuis 20 ans, et à qui je me suis confiée un petit peu, puisque bon, j'avais un peu des soucis pour gérer à la fois mon travail et ces problèmes avec mon fils. Donc j'en ai touché 2 mots pour essayer d'améliorer, enfin pour voir si je pouvais modifier un peu mes jours, mes horaires de travail. Et puis elle m'a demandé ce qui se passait, je lui ai un peu raconté, et puis là elle m'a dit toutes les premières choses qui lui est venues à l'esprit. Elle m'a dit mais votre fils il est pas... Ah, il me dit Florence, je vous connais depuis longtemps, je connais un peu votre famille, enfin que vous m'en dites, ça m'étonnerait que votre fils soit malade comme ça, c'est pas possible. Elle me dit est-ce qu'il prend des drogues Je dis mais non, il s'est jamais drogué, il a jamais fumé, il ne boit pas du tout, enfin il fait du sport, c'est vraiment un gamin hyper sain. Et elle me dit oui, c'est ce que j'ai bien cru comprendre. Elle me dit mais vous voudriez lui faire passer un test de QI. Alors là franchement je me suis dit un test de QI, pourquoi faire enfin. Elle me dit mais je vous assure, elle n'a pas voulu m'en dire plus, et j'ai regretté, parce que si vraiment elle n'a pas osé m'en dire plus, mais elle me disait vous savez, il est peut-être surdoué et il ne sait pas, et ça peut poser des problèmes en fait. Et elle m'a pas trop expliqué, mais elle a tellement insisté à plusieurs reprises. Elle me dit surtout faites-lui passer un test de QI, c'est le plus important. Alors comme c'était le seul espoir que j'avais, finalement je l'ai écouté. Et puis j'en ai parlé tout de suite à l'hôpital psychiatrique. Donc j'ai posé la question, est-ce qu'on pourrait faire passer un test de QI à l'hôpital psychiatrique? La chose à ne pas faire, mais ça je ne savais pas non plus. Et tout de suite on m'a dit oh mais non, mais on le sait, Thierry il est très intelligent, on n'a pas besoin de faire passer un test pour ça. On sait qu'il est très intelligent, ça se voit, on le sait. On a eu suffisamment d'entretien avec lui pour voir qu'il était... il n'y a pas de problème. On ne voit pas pourquoi vous devriez lui faire passer un test de QI. Bon, je n'ai pas insisté plus que ça. Et puis, comme c'était notre seul espoir, avec son père, on a commencé à faire des recherches sur Internet, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était ces tests, où est-ce qu'on pouvait les passer, etc. Et puis, de fil en aiguille, on a découvert donc une association d'enfants surdoués sur notre ville. Donc, on s'est un peu rapprochés, enfin, on a téléphoné. Mais là, c'est pareil, comme c'était que des enfants petits, on s'est dit que ça n'allait pas vraiment nous aider. Mais on a demandé où est-ce qu'on pourrait passer ce fameux test de QI. Et là, on nous a aiguillés vers une psychologue qui était spécialisée là-dedans sur Toulouse.
Et donc, on a pris rendez-vous et puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, on a réussi à lui faire passer un test de QI. Mais ça a été assez compliqué quand même pour en arriver là. Et ce test de QI, donc il révèle un profil à haut potentiel? À très haut potentiel, bien qu'il l'ait passé, alors qu'il était sous traitement, sous camulole chimique et avec un traitement très lourd, vraiment très lourd parce qu'il avait des effets secondaires, effrayants, quoi. Il était comme un légume, il avait vraiment bien dosé, parce qu'en fait ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'hôpital psychiatrique où il devait rester 8 mois, il n'y restait que 15 jours. Parce que je l'ai retiré contre l'avis des médecins, mais à la demande de mon fils, quand il m'a dit: «Il faut que tu me sortes de là», je l'ai retiré de là, mais il a fallu négocier et il a fallu négocier contre des cachets, en fait. Ils voulaient le garder et ils m'ont dit: «Si votre fils, fait des bêtises, ça sera de votre faute». Enfin, on m'a vraiment, culpabilisée le plus possible pour qu'il reste. Mon fils a dit: «De toute façon, je pars» et puis comme moi j'avais promis, bah, je tiens mes promesses. Donc on est partis, on a quitté l'hôpital psychiatrique, en échange d'un traitement mis en place, mais il nous a mis un pied en dehors, il est parti avec le cachet dans la bouche, hein, vraiment, et avec l'ordonnance dans mon sac à main et avec, la place réservée en hôpital de jour, près de chez nous, dès le lendemain, quoi. C'était vraiment, très rapide. Donc on a fait tout ce qu'ils nous ont demandé, l'essentiel étant de le retirer de cet endroit qui était vraiment, néfaste pour lui. Heu et et donc ce test de QI, on l'a passé quelques mois après parce que tout ça, ça a pris du temps quand même, le temps de la psychologue qui est vraiment très chouette, qui nous a passé le test de QI, qui est elle-même à haut potentiel, a tout de suite, quand elle nous a donné les résultats, la première chose qu'elle a dite, elle a dit, moi à mon sens, elle s'est adressée à mon fils, elle lui a dit: «Mais tu es pas malade, hein. Tu n'as jamais été, tu es pas fou, ça fait sûr. Tu es juste différent et il faut qu'on t'explique comment tu fonctionnes, que tu puisses, gérer tes émotions, que tu apprennes à te gérer en fait et puis après tu iras tout seul». Comment il a reçu ce message-là? Ah bah, pour lui ça a été, une explosion de joie parce que ça faisait quand même plus de 6 mois qu'on lui disait qu'il était malade, qu'il avait besoin d'un traitement, que ça allait être compliqué, qu'il y en avait pour toute la vie certainement. Enfin, au moins pour des années, puis après on s'est rendu compte qu'en fait ils avaient prédit ça, ils avaient planifié pour toute la vie, hein, c'est certain. On l'a vu après, on l'a constaté que vraiment c'est impressionnant et là, quand on est sorti de ce il allait beaucoup mieux moralement. Il est sorti de là, une explosion de joie en disant: «Je ne suis pas fou, je ne suis pas fou». Je le savais et il s'est senti compris pour la première fois parce qu'il a discuté avec une personne qui fonctionnait comme lui et là, ça a été vraiment quelque chose de phénoménal pour nous. Le problème étant que, bah, pour nous, ça a été vraiment, une renaissance. On arrivait au mois de ça faisait tout a commencé en octobre, je crois, ou en début d'année, je ne sais plus exactement. On était arrivé au mois de juillet là et on s'est dit: «Beh, on va prendre les choses en main, on va aller voir tous les soignants qui le suivent à l'hôpital. On va leur expliquer qu'il est pas fou, lui, il faut pas de traitement ou qu'il faut vite arrêter les traitements et qu'on il est différent, quoi». Donc et la psychologue qui lui avait fait passer ce test de QI avait fait un dossier vraiment conséquent sur ses conclusions, c'était vraiment très clair. Elle expliquait les choses parfaitement, puis elle avait dit: «Mais moi, je peux très bien me mettre en rapport avec eux, et puis qu'on voit la meilleure solution pour essayer de sortir du traitement, assez rapidement et pour qu'il ait un suivi qui soit adapté à ses particularités». Et donc la première chose que je fais, le jour d'après, je vais directement voir l'hôpital et je leur dis: «Beh, voilà, je leur rapporte un dossier». Donc toutes les personnes qui suivaient, j'avais photocopié le dit dossier pour, la psychiatre, la psychologue, l'infirmière, enfin pour tout le monde. Tous les gens qui suivaient, hop, et puis alors là, là, ça a été, la douche froide, une fois de plus. C'est-à-dire que là, on m'a clairement dit: «Oh là là, mais il faut pas du tout vous éparpiller dans le suivi, votre fils, il est malade, tout ça, ce n'est que des conneries». C'est ce qu'on m'a dit. Heu, «Ne vous laissez pas influencer, il faut pas que vous éparpillez dans le suivi. Il est très bien soigné là, votre fils. Ça, de toute façon, on va le soigner, on s'en occupe. Quand il aura 18 ans, il passera chez les adultes, mais c'est juste à côté, on connaît les soignants, il sera très bien suivi. Le traitement, on va l'adapter, ça ira très bien, mais de toute façon, votre fils, il est malade. Donc, il est très intelligent, mais ça n'empêche pas qu'il est malade». Donc personne n'a rien voulu entendre. Ce qui fait que mon fils, eh ben, il a à nouveau replongé, bah, comme personne ne voulait entendre, ça paraissait compliqué. Mais nous, on s'est dit qu'en fait, le mieux, bah, c'est qu'on n'allait pas écouter l'hôpital, hein.
puisque ça lui fait du bien d'avoir su tard, on s'est dit il faut un suivi par une personne qui le comprenne. Donc la personne qui lui a fait passer le test de QI était prête à le suivre régulièrement. Donc toutes les semaines, il est allé la voir pendant quelques temps. Et à chaque fois qu'il sortait de ses rendez-vous, il était rasséréné parce qu'en fait, il comprenait enfin qui il était. Et alors, bien qu'il ait le traitement qui l'empêchait quand même de raisonner aussi vite que d'habitude, elle arrivait quand même à bien communiquer avec lui. Et puis, elle lui a expliqué en fait comment il fonctionnait depuis tout petit, comment il en était arrivé là. Elle lui a expliqué tout en fait. Et c'était exactement ce qu'il fallait qu'il entende. En même temps, ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette personne, c'est que les parents n'étaient pas du tout mis à l'écart. C'est-à-dire qu'on a vraiment été pris en charge aussi, plus ou moins, parce qu'elle nous a expliqué comment il fonctionnait. Donc, ça nous permettait aussi de savoir ce qui s'était un petit peu passé, pourquoi. En plus, moi, ça m'a permis de comprendre aussi comment moi je fonctionnais, en fin de compte. Parce que finalement, je fonctionne comme mon fils, mais je m'en étais pas rendu compte. Donc, ça m'a vraiment ça m'a rapproché de lui en plus après toutes ces misères. Donc, ça commençait un petit peu à aller mieux. Les recherches québécoises montrent très très bien qu'en fait, les parents sont la clé dans l'accompagnement des enfants HPI. Il faut l'écouter. On s'intéresse à eux, on leur explique leur profil, mais c'est véritablement les parents qui sont les vecteurs de développement et d'éducation. Et c'est eux qui vont relayer, étayer complètement ce qui est à l'enfant. Donc, les accompagnements qui sont faits actuellement au Québec, au Canada et même aux États-Unis montrent très bien qu'en fait, il faut un accompagnement qui est à la fois du jeune, mais aussi beaucoup des parents, pour les aider à développer une connaissance et une conscience du HPI qui va permettre d'accompagner l'enfant sur la durée et non pas sur la C'est prise sûr. en charge. Et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du fait que dans la prise en charge en fait, psychiatrique de Cyril, les parents avaient été laissés complètement à part, et c'est une erreur. Alors peut-être dans la psychiatrie pour les protéger, mais là dans le cadre de Cyril, c'était une erreur puisque il avait besoin justement qu'il y ait un étayage au niveau de la Oui. défense. Et Cyril a toujours appelé à être proche de vous, à toujours être avec vous. Et là, l'intervention de cette psychologue qui lui fait de tête ici, justement, à front renversé, c'est qu'elle voit Cyril, mais elle vous accompagne. Ah oui, en même temps. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait un petit entretien avec elle à chaque fois qu'on allait la voir. Et puis, elle nous disait les progrès qu'il faisait, entre guillemets, les progrès, dans la compréhension de sa personnalité. Et puis, en fait, moi, je comprenais très bien en fait, tout ce qu'elle voulait dire. Et puis, ça me permettait d'avancer en même temps que mon fils, en fin de compte. Et puis, elle expliquait en plus, elle nous disait ce qui serait bien pour lui, et ce qu'il fallait faire. Donc, c'était phénoménal parce que les autres soignants, on avait juste à rester à la maison et attendre que ça se passe. Alors que là, on était vraiment partie prenante. Et ça nous a permis d'avancer beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui a permis à Cyril de s'en sortir? Ce qui a permis de s'en sortir, c'est le sport, d'avoir arrêté le médicament surtout, parce que sinon, il ne s'en serait jamais sorti. Donc d'abord l'arrêt du médicament. Mais il a senti qu'il fallait l'arrêter. Depuis le début. C'est ça qui est terrible, c'est que dès les premiers temps, quand il a vu comment ça le transformait, il a tout de suite dit qu'il ne fallait pas qu'il prenne le traitement. Mais quand on a mis un doigt dans l'engrenage, après, t'es fichu, quoi. Donc finalement, c'est son haut potentiel qui nous a aidé. Tout ça fait, il appuyait en ses ressources. Et là, il n'était pas encore sous traitement, donc il avait vraiment de grosses ressources à ce moment-là. Et puis, en fait, tout au long de son traitement, c'est quand même grâce à son intelligence qu'il en est sorti, je pense. Et le fait d'être en contact avec des personnes qui comprennent. Il y a une autre rencontre décisive, hein. C'est encore une psychologue qu'on avait, parce qu'à un moment, c'était encore ça a été quand même très long, parce que même une fois le traitement arrêté, il avait encore du mal en fait, à gérer ses émotions, je pense. C'était pas encore acté, quoi. Pour lui, tout ça, c'était nouveau quand même, c'était assez récent, parce qu'il avait vécu jusqu'à 17 ans sans se comprendre lui-même. Et puis, il fallait ça a été un tsunami finalement qu'il a reçu. Le ciel lui est tombé sur la tête, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, d'un seul coup, un jeune qui se retrouve en HP comme ça, c'est effrayant. Avec des traitements par-dessus la tête, c'est effrayant. Donc, il a fallu beaucoup. Je pense que le temps l'a aidé. Mais c'est vraiment le temps qui lui a permis de s'en sortir. Et après, d'avoir des projets sur le plan professionnel, sur le plan des études. Vous parliez d'une rencontre. Oui, il y a une rencontre, une autre psychologue, pareil, HPI comme lui en fait,
qu'on a connu par hasard. Alors, c'est par une amie qui m'avait dit oh, mais cette personne devrait bien lui convenir. Je pense qu'elle est un petit peu comme lui et elle est super sympa. C'est une jeune, elle vient de s'installer. Et alors, au début, Cyril ne voulait pas la rencontrer parce que les soignants en avaient quand même un peu ras-le-bol. Et puis, j'ai quand même beaucoup insisté. Et là, cette personne-là, elle lui a fait un diatrou parce qu'il l'a rencontrée dès la première fois. Elle a tout compris. Alors, il était déjà plus sous traitement. Il était encore sous l'influence du traitement. Il était plus sous traitement. Donc, il allait encore mal parce que le traitement, il a eu 2 ans de traitement. Mais, comment dire, son cerveau pour évacuer une année quand même. Donc, en fait, pendant 3 ans, il était encore... ça a duré 3 ans, cette affaire. Et quand il a rencontré cette personne, il était encore sous l'influence du traitement. Il n'était pas parfaitement bien physiquement. Mais elle a achevé de le remettre sur pied. La première a fait vraiment un travail extraordinaire en lui faisant passer le test de QI, en lui expliquant tout son haut potentiel. Et elle a achevé le travail en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle l'a vraiment remis sur pied. Et elle lui a dit... Et puis elle nous a pris aussi, nous les parents, en disant mais votre fils, il va super bien, il va aller super bien, je le sais. Il est exactement comme moi, je sais comment il fonctionne, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui va se passer. Vous allez voir, il va tout exploser, dans le bon sens du terme. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Et puis, faites-lui confiance. De toute façon, depuis le début, des personnes qui comprenaient disaient toujours à chaque fois, faites-lui confiance. Donc, c'est ce que j'essaie, en fait. Depuis le début, en fait, je lui fais confiance. Avec toujours des... ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, je lui faisais confiance, mais j'avais toujours des gens qui me tiraient en arrière en disant, mais non, faites-nous confiance. Les soignants toujours disaient, ne l'écoutez pas. Et faites-nous confiance à nous, les soignants. Et en fait, il fallait faire le contraire. C'est-à-dire se faire confiance, nous, les parents, faire confiance à notre fils et puis prendre ce que nous disaient les soignants avec des pincettes parce que, par l'occurrence, ils se sont royalement plantés. Il n'y a pas d'autre mot. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est simple. Où en est Cyril aujourd'hui? 10 ans après, alors là, je trouve qu'il a pris une revanche fabuleuse. C'est qu'en fait, quand il a vu cette fameuse soignante qu'il a remis sur pied, et je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais en sortant de là, il a dit « Je vais reprendre mes études ». Très bien, ça faisait quand même un moment qu'il avait arrêté. Et il a dit « Je vais m'inscrire à la fac en psycho ». Ah ben, je lui ai dit « Écoute, pourquoi pas ?» Alors, il n'était plus question de faire un métier manuel, pas du tout. J'ai dit « Je vais m'arranger ». Alors, je ne veux pas passer le bac, il faut pas s'entendre puisqu'il a arrêté en terminale. Et là, on s'est renseigné, on a vu que pour quelqu'un qui avait été hospitalisé très longtemps, il pouvait très bien suivre un cursus à la fac en tant que travailleur, sans avoir le bac. Il y avait des passerelles, en fait, parce qu'il avait été hospitalisé très longtemps. Donc, il a intégré la première année de fac. Il a tenu un trimestre où il a très bien travaillé. Et là, moi, je ne pensais pas qu'il tiendrait aussi longtemps. Et au bout d'un trimestre, il a dit je suis très fatigué, je vais arrêter, je vais faire une pause pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, il revient un jour à la maison et il me dit c'est bon, je me suis réinscrit à la fac. Pile poil 1 an, juste à la fac qu'il avait mis. En fait, il avait été à la fac de septembre à décembre. Il avait eu son premier, son premier trimestre, quoi. Il avait passé, il avait des très bonnes notes et tout. Et là, 1 an après, il reprend. Et puis, et là, il a tout su. Il a fait jusqu'à le bug, la licence, enfin, c'est bac plus 2, après bac plus 3. Et alors, toujours, évidemment, il sortait major de promo, plus ou moins, je pense. Hein. Il ne me disait pas, mais on faisait des moyennes à 18 de moyenne à chaque fois, pas de problème. Et puis après, il a dit, je vais aller en master à Toulouse, parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait faire. Alors, le plus amusant, c'est qu'entre-temps, la psychologue qu'il avait vraiment remis à l'étrier à la fin, c'était devenu une grande copine, alors, ce qui aurait été impensable avec des soignants dans un hôpital psychiatrique. Ils étaient devenus tellement copains qu'elle lui avait dit « Dépêche-toi de finir tes études parce que dès que tu as fini, moi je t'embauche, j'ai besoin d'aide à mon cabinet. » Donc mon fils, il était très motivé, bien sûr. Il est parti à Toulouse après pour faire un master. Il a fait exactement le master de son choix. Bon, il a envoyé son dossier un peu partout. Il a quand même intégré un master où il y avait 1500 candidats pour 30 places. Il a eu une des 30 places. Impeccable. Il a terminé toutes les études en 4 ans, il a fait tout ce qui... Finalement, il a fait les 5 ans aussi, donc, voilà, en prenant une année sabbatique. Il a terminé haut la main, bien sûr, avec 18,5 de moyenne générale, sans mémoire 18,5, les félicitations du jury. La directrice de mémoire lui a demandé l'autorisation d'utiliser ses travaux pour ses doctorants. Elle lui a proposé de faire une thèse et tout, mais là, mon fils a dit non, hors de question. Moi, les études, c'était juste un moyen d'arriver au métier que je veux faire. Psychologue, clinicien. Mais je veux pas faire plus d'études, ça m'intéresse pas.
Et là, il a été embauché directement par la personne qui lui avait dit dépêche-toi de finir tes études. Donc, il travaille avec elle en libéral, ça se passe super bien. Et il a été embauché aussi par un centre médico-pédagogique, un CNPP enfant-adolescent en CDI pour compléter. Donc, il a mi-temps en libéral, un mi-temps en institution et je pense qu'il doit faire du très bon travail puisqu'il est allé de l'autre côté du miroir et qu'il connaît les tenants, les aboutissants et que son parcours quand même assez hors norme lui permet d'appréhender les problèmes, je pense, de façon bien plus intéressante et avec un esprit beaucoup plus ouvert, certainement. Pour finir, on va parler de la vie de ce livre. Comment les lecteurs ont-ils réagi quand vous leur avez présenté? Est-ce que vous avez eu des retours, des témoignages? Alors, j'ai eu, au début, comme je l'ai auto-édité, malheureusement, ça passe pas forcément en librairie. Donc, il faut vraiment tomber dessus par hasard. C'est surtout le bouche à oreille qui l'a fait connaître. Alors, moi, au début, j'ai fait connaître dans mon entourage, qui a eu la bienveillance de faire suivre aussi un petit peu partout. Donc, ça fait un peu boule de neige. Et j'ai été contactée par des associations, une association d'enfants précoces à l'époque, il y a une dizaine d'années. Donc, j'avais fait une petite conférence et il était très bien accueilli, je dirais. Et même, il y a eu une petite conférence où j'ai eu aussi des soignants d'hôpital psychiatrique qui étaient là, des infirmières. Et alors là, elles ont dit, on va le faire connaître parce que nous, on est témoins de ce qu'a vécu votre fils. On en est témoins tous les jours. Et ça, j'ai été soufflée que ça soit... ça a pris... c'est quand même récurrent. Le cas de mon fils n'est pas du tout isolé. Et dire mon fils me disait lui-même qu'il n'avait rien à faire en hôpital psy, mais que là où il était, il y en avait d'autres comme lui. Et s'ils n'avaient pas la chance d'avoir des parents à l'écoute ou avec les moyens suffisants pour un suivi extérieur ou bienveillant, ou pas de famille, même carrément, c'était compliqué pour autant porter. Donc je pense qu'il y a pas mal de jeunes comme ça qui sont incompris. Et mon livre a reçu quand même des échos parce qu'après, j'ai même eu des courriers venant de Belgique d'un psychologue justement qui me disait que lui, il battait au quotidien contre des dérives de ce genre. Et donc, il a reçu vraiment un très bon accueil, mais hélas, pas assez large, parce que il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont lu. Bon, il circule sous le manteau. Florence, on est au bout de cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce partage. reçu. Et puis, on parle de votre livre et puis on encourage tout le monde d'essayer de le lire et de Je pense que parler. c'est utile pour les parents, en fait. Utile pour les parents pour comprendre. Pour ceux qui n'auraient pas tout compris au départ, bien sûr. Ce que nous raconte Florence, c'est bien plus qu'un témoignage de mère. C'est l'histoire d'une lucidité qui n'a jamais disparu, même sous les diagnostics, même sous les traitements. C'est aussi la preuve qu'un adolescent HPI incompris, réduit au silence, peut retrouver sa voix, son énergie et sa place dans le monde, à condition qu'on accepte enfin de le voir tel qu'il est. Ce parcours de résilience ne s'est pas construit dans les protocoles, mais dans la rencontre, dans le respect, dans l'écoute et dans cette possibilité qu'on laisse rarement penser autrement. Pour Cyril, la reconnaissance de son haut potentiel n'a pas été une médaille, mais une boussole. Elle lui a permis de reconstruire du sens, de retrouver du pouvoir sur sa vie et d'en finir avec l'idée qu'il devait se conformer à ce que les autres projetaient sur lui. Peut-être que, pour chaque jeune HPI en difficulté, la question n'est pas tant « qu'est-ce qu'il faut soigner ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'il faut enfin reconnaître ?» L'histoire de Cyril et le témoignage de Florence sont dans son livre « Hors normes, le parcours du combattant » aux éditions Edilivre. En le lisant, vous pourrez revivre les étapes de ce parcours de l'intérieur et comprendre à quel point chaque détail a compté. Une aventure terrible, mais aussi pleine d'espoir et de courage. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.